La pluie de novembre tombait en nappes régulières sur l'Upper East Side de Manhattan, transformant les rues en rivières, reflétant les néons et les phares des voitures. À l'intérieur du Castellanos, le restaurant italien haut de gamme de la 64e rue Est, l'atmosphère contrastait fortement avec le temps qu'il faisait dehors. Une lumière ambrée et chaleureuse se déversait des lustres vintage, projetant une lueur dorée sur les nappes blanches et les verres à pied en cristal. Le murmure des conversations se mêlait aux notes délicates d'un piano jouant quelque part en arrière-plan, créant un îlot d'élégance isolé du monde froid et humide qui se trouvait derrière les portes. Elena Rivera poussa les lourdes portes de la cuisine, tenant en équilibre un plateau d'amuse-bouche avec une aisance acquise par l'habitude. La chaleur de la cuisine lui frappa le visage. Un mur de chaleur transportant l'odeur de l'ail, du basilic frais et de la sauce tomate mijotée. Elle était déjà debout depuis 6 heures, et son service ne se terminerait pas avant 4 heures. Le cuir de ses chaussures noires pratiques s'était depuis longtemps moulé à ses pieds, mais ceux-ci lui faisaient encore mal à chaque pas. Elle ne le montrait pas sur son visage. À 26 ans, Elena avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Dans sa chemise blanche impeccable et son gilet noir, elle se déplaçait dans la salle à manger comme une ombre, présente mais discrète, attentive mais inaperçue. C'était une technique de survie qu'elle avait développée au cours de ses 3 années de travail dans des établissements haut de gamme où les clients préféraient que leurs serveurs soient des fantômes efficaces. Elle avait appris à lire une salle, à anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, à se fondre dans le décor tout en restant hyper attentive à tout ce qui se passait autour d'elle. Ce soir-là, quelque chose semblait différent. Elena n'arrivait pas à identifier ce qui avait changé dans le rythme habituel du restaurant. Mais son instinct, aiguisé par des années de maternité célibataire et de multiples emplois dans une ville qui ne dormait jamais, lui disait de rester vigilante. Elle jeta un coup d'œil vers l'entrée en posant les assiettes de barata et de pushkido sur la table 7, les mains fermes malgré la tension subtile qui s'accumulait dans ses épaules. C'est alors qu'elle le vit. Marco Valentino entra chez Castellanos avec une présence qui se passait d'annonce. À 28 ans, il se déplaçait avec une assurance qui semblait taillée dans la pierre, chaque mouvement était économique, chaque geste délibéré. Son costume gris anthracite sur mesure lui allait parfaitement, et ses cheveux foncés étaient ramenés en arrière, dévoilant un visage qui aurait pu sortir d'un tableau de la Renaissance. Mais c'était ses yeux qui le distinguaient vraiment. Sombre, intelligent et constamment observateur. Il balayait la salle d'un seul regard compréhensif qui ne manquait rien. Elena avait déjà vu des hommes puissants. Manhattan en regorgeait, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des PDG, des politiciens. Mais Marco Valentino était différent. Il y avait quelque chose dans la façon dont le matrahi se redressait pour le saluer. Quelque chose dans la façon dont le sommeillé apparaissait immédiatement sans avoir été appelé. Quelque chose dans le subtil changement d'énergie qui se propageait parmi le personnel. Ce n'était pas seulement une question de richesse ou d'influence. C'était tout autre chose. Depuis sa position près de la cuisine, elle le regarda être escorté vers la salle à manger privée à l'arrière, une section réservée aux clients qui accordaient une importance primordiale à la discrétion. La salle pouvait accueillir 12 personnes, mais ce soir-là, elle n'en accueillerait que 5. Elena avait été chargée de les servir, une responsabilité que son manager, Antonio, lui avait confiée avec un sérieux inhabituel. Table numéro 1 ce soir, Elena, avait dit Antonio 1 heure plus tôt, le visage grave, contrairement à son habitude. Un service impeccable, une discrétion absolue. Tu comprends? Elle comprenait. En 3 ans chez Castellanos, elle avait appris que certaines tables exigeaient plus qu'un simple service de qualité. Elles exigeaient le silence. Alors qu'elle se préparait à entrer dans la salle à manger privée avec de l'eau et du vin, Elena prit une profonde inspiration. Sa fille Sophia l'attendait à la maison avec Madame Chen, la voisine qui la gardait pour une somme modique qu'Elena pouvait à peine se permettre. Sophia serait endormie quand Elena aurait terminé son service, baignée et bordée par quelqu'un d'autre, encore une fois. Cette pensée lui procura une douleur familière dans la poitrine. La culpabilité se mêlait à la détermination. Chaque heure qu'elle passait ici était une heure vers un avenir meilleur. Chaque pourboire qu'elle gagnait allait dans l'enveloppe cachée sous son matelas. Lentement,
Elle économisait pour payer les frais de scolarité du programme d'infirmière dans lequel elle avait été acceptée. Elle devait juste continuer à travailler, rester invisible. La salle à manger privée était plus petite que la salle principale, intime d'une manière qui suggérait l'exclusivité plutôt que le romantisme. Les murs d'un bordeaux profond absorbaient la lumière d'un seul lustre, créant des poches d'ombre dans les coins. La longue table en acajou pouvait accueillir 12 personnes, mais elle avait été dressée pour 5. Chaque couvert était disposé avec une précision mathématique. Les fenêtres donnaient sur la rue balayée par la pluie, mais de lourds rideaux pouvaient être tirés pour une intimité totale. Marco était assis en bout de table, dos au mur, une position qui lui permettait de voir à la fois l'entrée et les fenêtres. Il tenait un verre d'eau minérale intact, les doigts posés légèrement sur le pied. À sa droite se trouvait une chaise vide. 3 autres hommes occupaient les sièges restants, leur conversation s'interrompant momentanément lorsque Helena entra. « Bonsoir, messieurs », dit-elle d'une voix professionnellement agréable, mais sans excès de chaleur. « Puis-je vous offrir de l'eau ou du vin pendant que vous attendez ?»« Du vin », dit l'homme à gauche de Marco, un homme corpulent d'une 50aine d'années, aux cheveux foncés striés de mèches argentées. Vincent Carmichael. D'après la réservation, son accent trahissait des origines brooklynoises sous une apparence cultivée. Le Barolo, le 15. Helena acquiesça et se dirigea vers le comptoir à vin avec une efficacité fluide. Elle sentait leur regard posé sur elle, l'évaluant, la rejetant, puis reprenant leur conversation. Tant mieux. Elle devait rester invisible. Pendant qu'elle versait le vin, leur voix créait un fond sonore discret. Des discussions d'affaires, des références soigneusement codées à des expéditions, des territoires et des arrangements. Helena avait déjà entendu des conversations similaires. Dans des établissements comme celui-ci, des hommes puissants discutaient de sujets qu'ils ne voulaient pas voir divulgués, utilisant un langage conçu pour paraître légitime tout en signifiant tout autre chose. Elle se moquait de leurs affaires. Elle se souciait de faire son travail, de toucher son salaire et de rentrer chez elle auprès de Sofia. Mais quelque chose la poussa à jeter un coup d'œil à Marco Valentino alors qu'elle remplissait son verre de vin. Il ne participait pas à la conversation. Au lieu de cela, il la regardait avec une intensité qui lui fit serrer momentanément les doigts sur la bouteille. Son expression ne trahissait rien. Ni hostilité, ni intérêt, juste de l'observation. Le genre de regard qui cataloguait les détails et les archivait. Helena croisa son regard pendant une fraction de seconde avant de détourner les yeux. Son masque professionnel était bien en place. Elle finit de servir et se retira à son poste près de la porte, prête à répondre à toute demande, mais discrète. Le dernier invité arriva 15 minutes plus tard. Thomas Brennan entra en s'excusant pour les embouteillages, secouant la pluie de son manteau. Il était plus jeune que les autres, peut-être 35 ans, avec l'apparence soignée de quelqu'un qui avait grandi dans l'aisance. Sa poignée de main avec Marco semblait chaleureuse, presque fraternelle, et il prit place à la droite de Marco avec une familiarité désinvolte. « Désolé d'être en retard », dit Thomas en acceptant le verre de vin qu'Helena lui servit. « La pluie a complètement bloqué la circulation sur le FDR. »« Ce n'est pas grave », répondit Marco d'une voix douce et calme. C'était la première fois qu'Helena l'entendait parler. Nous étions en train de discuter des rapports trimestriels. Helena retourna à sa place, mais quelque chose la tracassait. Elle ne savait pas exactement quoi, juste le sentiment que quelque chose clochait. Peut-être était-ce le sourire de Thomas qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, ou la subtile raideur de ses épaules malgré son attitude décontractée. Ou peut-être était-ce la façon dont la conversation des autres hommes avait changé à son arrivée, devenant en quelque sorte plus théâtrale. Elle repoussa cette pensée, se disant que cela ne la concernait pas. Le dîner se déroula selon la chorégraphie minutieuse d'un repas haut de gamme. Helena apporta les plats, les antipasti, un plat de pâtes délicat, les plats principaux d'ossobuco et de branzino. Elle remplit les verres de vin, débarrassa les assiettes, répondit aux demandes avec un professionnalisme efficace. La conversation des hommes coulait autour d'elle comme l'eau autour d'une pierre, leurs mots s'écoulant sans laisser d'impression. Sauf que Marco Valentino ne cessait de la regarder, pas de manière évidente, pas d'une façon que les autres auraient pu remarquer, mais Helena avait passé des années à décrypter les signaux subtils des clients, le léger mouvement de tête qui signifiait qu'ils avaient besoin de quelque chose,
Le changement de posture qui indiquait qu'ils étaient prêts pour le plat suivant. L'attention que Marco lui portait était différente, évaluatrice, presque curieuse. Cela la rendait nerveuse d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. L'incident s'est produit pendant le plat principal. Elle et Elena remplissaient les verres d'eau, se déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la table. Elle avait développé un rythme dans son service, efficace, mais sans précipitation, présent, mais discret. Alors qu'elle tendait la main vers le verre de Marco, elle remarqua que Thomas Brennan tendait la main vers le sel de l'autre côté de la table. Sauf qu'il ne tendait pas la main vers le sel. Le mouvement était subtil, pratiqué. Sa main passa au-dessus du verre de vin de Marco pendant 1 seconde, à peine perceptible. Mais Elena vit la petite fiole cachée dans sa main. Elle vit l'inclinaison presque imperceptible, alors que quelque chose tombait dans le vin rouge profond. Le visage de Thomas ne changea pas. Son autre main pointait vers un document étalé sur la table, attirant l'attention de Vincent sur un détail. L'action entière dura peut-être 3 secondes. Le cœur d'Elena s'arrêta. Le temps semblait ralentir, son esprit passant en revue toutes les possibilités. Elle pouvait se tromper. Peut-être avait-elle imaginé tout cela. Peut-être s'agissait-il de quelque chose d'innocent. Un médicament dont Thomas avait besoin pour prendre un complément alimentaire. Mais la fertilité du geste, la distraction prudente, la façon dont ses yeux se sont précipités pour confirmer que personne ne regardait. Elle savait ce qu'elle avait vu, et elle savait avec une clarté cristalline qu'elle avait peut-être 30 secondes avant que Marco Valentino ne porte ce verre à ses lèvres. Ses mains ne tremblaient pas, tandis qu'elle continuait à faire le tour de la table. Des années de service en tant que serveuse l'avaient entraînée à agir de manière automatique, tandis que son esprit travaillait frénétiquement. Appeler à l'aide, pas le temps, alerter Marco directement devant les autres. Cela la mettrait directement au milieu d'une situation dangereuse. S'éloigner, faire comme si elle n'avait rien vu. L'image de Sophia lui traversa l'esprit. Âgée de 6 ans, sa première dent manquante, obsédée par les dinosaures et les histoires avant de se coucher. Sophia qui avait besoin de Bamchen, qui dépendait d'Elena pour prendre des décisions intelligentes et sûres. Mais Elena vit également le visage de Marco dans son esprit. L'être humain qui allait boire dans ce verre dans quelques secondes, sans se douter de rien. Son corps prit la décision avant que son esprit conscient ne le comprenne. Alors qu'elle revenait vers Marco, le coude d'Elena heurta le bord de son verre d'eau. C'était un accident parfaitement exécuté, assez maladroit pour être crédible, assez violent pour que le verre se renverse directement sur ses genoux. L'eau glacée se déversa sur le costume coûteux de Marco. « Oh mon Dieu !» s'écria Elena, sincèrement choquée, même si son geste n'était pas réel. « Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. » Marco se leva immédiatement, essuyant la glace sur ses genoux. La conversation à table s'arrêta net. Vincent Carmichael éclata de rire, un son retentissant qui brisa la tension. « Risque du métier, mon ami, » dit Vincent, toujours en riant. Mais Marco ne riait pas. Ses yeux sombres fixaient Elena avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas vraiment de la colère. Surpris, peut-être, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. « Ce n'est pas grave, » dit-il doucement, d'une voix qui fit taire le rire de Vincent. « Les accidents, ça arrive. »« Je vais chercher des serviettes, » dit Elena, se dirigeant déjà vers la cuisine. « Et je vous apporterai de l'eau fraîche et du vin. Je vais remplacer votre vin immédiatement. » Dans la cuisine, ses mains tremblaient enfin lorsqu'elle attrapa les serviettes en lin. Antonio apparut à ses côtés, le visage marqué par l'inquiétude. « Que s'est-il passé? »« J'ai renversé de l'eau sur la table 1, » dit Elena, luttant pour garder une voix calme. « J'ai besoin de linge propre, et nous devons remplacer son verre à vin. » Les yeux d'Antonio s'écarquillèrent. « Sur Monsieur Valentino, Elena. »« C'était un accident, » dit-elle fermement. « Je m'en occupe. » Elle revint avec des serviettes et un nouveau couvert, parfaitement consciente que tous les regards étaient braqués sur elle. Marco avait repris place, le visage impassible. Elena s'approcha avec un calme professionnel qu'elle ne ressentait pas. « Encore une fois, toutes mes excuses, monsieur, » dit-elle en disposant le nouveau couvert. « Je vais vous apporter un nouveau verre de vin. » Alors qu'elle tendait la main vers le verre de vin souillé, Marco réagit aussi vite qu'un serpent et lui saisit le poignet, sans lui faire mal, mais avec suffisamment de fermeté pour l'empêcher de bouger. Elena se figea, le cœur battant à tout rompre.
Laisse-moi faire, dit Marco doucement, les yeux rivés sur les siens. Ce n'était pas une demande. Elena acquiesça et recula. Elle regarda, le pouls battant, Marco poussait légèrement le verre de vin sur le côté, hors de portée. Puis il reporta son attention sur la table, sur son travail, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Elena le savait. Et à en juger par la tension soudaine dans les épaules de Thomas Brennan, lui aussi le savait. Le reste du dîner se déroula dans le flou. Elena servit le dessert, un tiramisu et un panna cotta avec une précision mécanique. La conversation à table avait changé, devenant plus guindée. Thomas était devenu plus silencieux. Son aisance initiale avait fait place à quelque chose qui ressemblait à de la calculatrice. Vincent dominait la discussion, apparemment inconscient des tensions sous-jacentes. Marco parlait peu. Il mangeait avec modération, buvait dans le verre de vin frais qu'Elena lui avait apporté et observait sans cesse. Lorsque Thomas s'excusa pour aller aux toilettes, Elena était en train de débarrasser les assiettes et la dessert. Elle ne put s'empêcher de remarquer que les yeux de Marco le suivaient, sombres et pensifs. 5 minutes plus tard, une agitation éclata dans les toilettes pour hommes. Antonio apparut le premier, le visage pâle, suivi de 2 autres serveurs. Thomas Brennan émergea, soutenu par eux, le visage cendré et luisant de sueur. Il semblait sur le point de s'effondrer à tout moment. « Je vais bien, » disait Thomas, même si ce n'était clairement pas le cas. « J'ai juste eu un vertige soudain. Je dois avoir attrapé quelque chose. » Vincent se leva d'un bond. « Tu as mauvaise mine, Tom. On devrait t'appeler un médecin. »« Non, non, » protesta Thomas, bien que sa voix fût faible. « J'ai juste besoin de rentrer chez moi. C'est probablement juste un virus intestinal. Je suis désolé de devoir écourtir la soirée. » Marco se leva lentement, le visage impassible. « Bien sûr, remets-toi bien, Thomas. » Les mots étaient parfaitement cordiaux, mais Elena, qui observait depuis sa position près du mur, vit la façon dont les yeux de Marco suivirent Thomas qui s'éloignait. Elle vit le regard subtil qu'il jeta vers le verre de vin, toujours posé là où il l'avait repoussé, vit le moment de calcul qui traversa son visage. Il savait que cette prise de conscience avait glacé Elena. D'une manière ou d'une autre, Marco Valentino avait compris exactement ce qui s'était passé. L'eau renversée n'était pas un accident, pas dans son esprit. Il avait vu sa maladresse délibérée pour ce qu'elle était, une intervention, et maintenant il la regardait. Leurs yeux se sont croisés à travers la salle à manger pendant 3 battements de cœur. Aucun des deux n'a détourné le regard. Dans ce regard, Elena vit de l'intelligence, de la curiosité et quelque chose qui pouvait être du respect ou du danger. Elle ne savait pas lequel. Puis Marco se retourna vers ses autres invités et le moment fut brisé. Le dîner se termina. 20 minutes plus tard, les hommes restants réglèrent leur addition. Un paiement généreux qui comprenait un pourboire si important qu'Antonio le remarquerait certainement. Ils prirent leurs manteaux, firent leurs adieux et disparurent dans la nuit pluvieuse de Manhattan. Mais Marco Valentino s'attarda. Elena était en train de débarrasser la salle à manger privée, empilant les assiettes avec une efficacité acquise par l'habitude, lorsqu'elle sentit sa présence dans l'embrasure de la porte. Elle ne se retourna pas immédiatement, terminant la tâche qu'elle avait entre les mains avant de lui adresser la parole. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur ?» demanda-t-elle, croisant enfin son regard. Marco ne répondit pas immédiatement. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, l'observant avec la même intensité. De près, Elena pouvait voir des reflets ambrés dans ses yeux sombres. Elle pouvait voir l'intelligence vive derrière son apparence calme. « C'était une sacrée chute, » dit-il finalement, d'une voix neutre. « Oui, monsieur, encore une fois, je vous présente mes excuses. » Quel timing intéressant. Les mains d'Elena s'immobilisèrent sur la pile d'assiettes. Son esprit s'emballa, calculant les réponses possibles, pesant les options. Le déni semblait inutile. Cet homme en avait trop vu. « Parfois, les accidents arrivent à des moments opportuns, » dit-elle prudemment. Le coin de la bouche de Marco se contracta. Ce n'est pas tout à fait un sourire, mais presque. En effet. Il fouilla dans sa veste et en sortit un porte-billets, d'où il tira plusieurs billets de 100 $, soit plus d'argent qu'Elena ne gagnait en une semaine. Il les posa sur la table. « Pour le dérangement, dit-il, et le nettoyage à sec. » Elena regarda l'argent, puis le regarda à nouveau. La fierté l'emportait sur le pragmatisme. Sophia avait besoin de nouvelles chaussures.
Le loyer était dû dans une semaine, mais accepter cet argent lui donnait l'impression de franchir une ligne qu'elle ne pourrait plus retraverser. Ce n'est pas nécessaire, dit-elle doucement. J'insiste. Monsieur, Marco, l'interrompit-il gentiment. Je m'appelle Marco. L'utilisation de son prénom semblait étrangement intime dans ce contexte formel. Elena secoua la tête. Je ne peux pas accepter cela, monsieur Valentino. Il l'observa longuement. Et Elena eut le sentiment troublant d'être cataloguée, évaluée, classée dans cet esprit vif. Vous êtes une femme intéressante, Elena Ria, dit-il. Son sang se glaça. Il connaissait son nom. Bien sûr qu'il le savait. La réservation devait inclure l'affectation des serveurs, mais l'entendre de sa bouche rendait la chose réelle. Cela la rendait visible d'une manière qui la terrifiait. « Je ne suis qu'une serveuse, dit-elle. »« Non. » Marco secoua lentement la tête. « Vous êtes bien plus que cela. » Il laissa l'argent sur la table et se retourna pour partir. À la porte, il s'arrêta et jeta un coup d'œil en arrière. « Soyez prudente, Elena, » dit-il doucement. « Certaines choses, une fois vues, ne peuvent être effacées, et certaines personnes n'oublient pas la gentillesse. » Puis il disparut dans la salle à manger principale, laissant Elena seule avec ses pensées qui s'emballaient et plus de questions que de réponses. Elle fixa l'argent sur la table pendant une bonne minute avant de le mettre dans sa poche. Le pragmatisme l'emporta, comme toujours. Mais alors qu'elle finissait de débarrasser la salle, Elena ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie, que l'invisibilité prudente qu'elle avait cultivée pendant des années avait été brisée par une décision impulsive, que les yeux sombres et perspicaces de Marco Valentino enterraient ses rêves. Elle rassembla les derniers objets sur la table, y compris le verre de vin que Marco avait repoussé, celui qui n'avait jamais touché ses lèvres. Elena le leva à la lumière, voyant les légers résidus de vin rouge recouvrir le cristal. Qu'est-ce que Thomas Brennan avait mis dans ce verre? Et surtout, que se passerait-il maintenant que son plan avait échoué? Ces questions hantèrent Elena pendant le reste de son service, pendant son trajet en métro pour rentrer chez elle dans le Queens, pendant le moment de calme où elle alla voir Sophia qui dormait et déposa un baiser sur le front de sa fille. Elles persistèrent tandis qu'elle comptait ses pourboires dans la faible lumière de la cuisine, ajoutant le généreux paiement de Marco à ses économies soigneusement accumulées. Dehors, la pluie avait enfin cessé. La nuit de novembre était froide et claire, les étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse de la ville qui ne dormait jamais. Elena se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant au loin la ligne d'horizon scintillante de Manhattan. Quelque part, Marco Valentino posait probablement des questions, enquêtait, essayait de comprendre pourquoi son associé avait tenté ce qu'il avait tenté. Et au centre de cette enquête, qu'elle le veuille ou non, se trouvait une serveuse célibataire du Queens qui avait pris la décision d'intervenir en une fraction de seconde. Elena appuya sa main contre la vitre froide, son reflet fantomatique dans la fenêtre. « Qu'ai-je fait » murmura-t-elle dans la pièce vide. La ville ne lui offrait aucune réponse, seulement le son lointain des sirènes et le bourdonnement éternel de millions de vies qui se croisaient, divergeaient, se heurtaient de manière à la fois profonde et banale. Elena Rivera avait passé 3 ans à être invisible. Ce soir, elle avait été vue, et plus rien ne serait jamais pareil. Fin du chapitre 1, nombre de caractères. Environ 500 caractères pour atteindre 30 000. Le lendemain matin arriva trop tôt. Elena se réveilla au son de la voix joyeuse de Sophia, qui chantait une chanson sur les dinosaures qu'elle avait apprise à l'école. Ce son tira Elena de ses rêves agités, remplis d'yeux sombres, de verres de vin et de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. « Maman !» Sophia bondit dans la chambre, son sourire édenté aussi éclatant que le soleil. Madame Chen a préparé des crêpes. Elena a serré sa fille contre elle, respirant le parfum du shampoing à la fraise et l'innocence de l'enfance. Âgée de 6 ans, si petite, si confiante, si dépendante d'Elena pour assurer sa sécurité, la nourrir et la loger. « C'était gentil de la part de Madame Chen », murmura Elena en embrassant le front de Sophia. Elle a dit « Vous êtes rentrée très tard. » C'est vrai, maman devait travailler. Sophia acquiesça avec l'acceptation facile d'une enfant qui n'avait connu qu'une mère qui travaillait. « On peut aller au parc aujourd'hui? » Elena jeta un coup d'œil à l'horloge. 7h47. Elle devait être à son deuxième travail, un restaurant dans le centre-ville, à midi,
Il lui restait donc quelques heures. Oui, ma chérie, nous pouvons aller au parc. La matinée s'écoula au rythme confortable de leur routine. Petit déjeuner avec Madame Chen, qui gardait Sophia les soirs où Elena travaillait tard et ne posait jamais de questions sur ses horaires irréguliers. Une sortie au petit terrain de jeu situé à 3 pâtés de maison, où Sophia commandait les balançoires avec la détermination farouche d'un petit général. Déjeuner à la maison, fromage grillé et soupe à la tomate, les plats préférés de Sophia. Pendant tout ce temps, Elena essayait de chasser les pensées de la nuit précédente, essayait de se convaincre que ce n'était rien, que Marco Valentino oublierait la serveuse maladroite qui avait renversé de l'eau sur lui, que la vie reviendrait à la normale. Mais lorsque son téléphone a vibré à 13h47 pendant sa pause au restaurant, cet espoir fragile s'est brisé. Un numéro inconnu, un indicatif de Manhattan. Elena a fixé l'écran. Son café refroidissait dans sa main. Elle a laissé le répondeur prendre le message, le cœur battant pour des raisons qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. 2 minutes plus tard, le téléphone a vibré à nouveau. Même numéro. Les doigts tremblants, Elena répondit « Bonjour, Monsieur Rivera ». La voix était douce, professionnelle, inconnue. « Je m'appelle David Chen. J'appelle au nom de Monsieur Marco Valentino. » Elena eut la bouche sèche. « Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Monsieur Valentino aimerait vous rencontrer. À votre convenance, bien sûr. Il a quelques questions à propos du service d'hier soir à Castellanos. »« Je travaille, » dit rapidement Elena. « J'ai encore 2 services aujourd'hui et il est prêt à vous dédommager pour votre temps. » Une pause généreuse. Elena ferma les yeux. Tout son instinct lui criait de refuser, de raccrocher, de faire comme si cet appel n'avait jamais eu lieu. Mais une autre partie d'elle, la partie pragmatique qui comptait chaque dollar et savait exactement combien il lui manquait pour payer son loyer du mois, calcula ce que cette généreuse compensation pouvait signifier. Lorsqu'elle s'entendit demander. « Ce soir, à 19h, il y a un café sur Amsterdam, au 69 Bouvios. Monsieur Valentino vous y retrouvera. Je ne termine mon service qu'à 21h, disons 20h30 alors. Ça vous convient? » Non. Elena voulait dire que rien de tout cela ne lui convenait. Elle était serveuse, pas quelqu'un qui avait des rendez-vous avec des gens comme Marco Valentino. « Oui, répondit-elle à la place. 20h30. Parfait. Monsieur Valentino se réjouit de vous parler. La ligne a été coupée. Elena s'est assise dans la salle de pause du restaurant, fixant son téléphone, se demandant ce qu'elle venait d'accepter. À travers la porte, elle pouvait entendre le cliquetis des assiettes, le murmure des clients, les sons familiers de sa vie quotidienne, une vie qui lui semblait soudain très lointaine. Son manager a passé la tête par la porte. « Rivera, c'est fini. La table 6 veut l'addition. » Elena se leva en empochant son téléphone, refoulant l'anxiété qui menaçait de la submerger. « Ce n'est qu'une conversation, » se dit-elle. « Juste des questions sur ce qui s'est passé. » Elle répondrait honnêtement, accepterait le paiement qu'il lui proposerait et s'en irait. C'était simple. Mais alors qu'elle retournait en salle, souriant aux clients et remplissant les tasses de café, Elena ne pouvait chasser de son esprit le souvenir des yeux sombres de Marco Valentino qui la regardait à travers la salle. Certaines choses, une fois vues, ne peuvent être effacées. Ces paroles résonnaient dans son esprit alors que l'après-midi touchait à sa fin et qu'elle se dépêchait de rentrer chez elle pour embrasser Sophia avant que Madame Chen ne la mette au lit. Elle enfila des vêtements propres et tenta de calmer son cœur qui battait à tout rompre. À 21h15, Elena se tenait devant le café Vouvio dans l'Upper West Side, regardant la lumière chaude se répandre depuis les fenêtres sur la rue qui s'assombrissait. À travers la vitre, elle pouvait voir Marco Valentino assis à une table dans un coin, une tasse d'espresso intacte devant lui. Il l'attendait. Elena respira profondément l'air froid de novembre, ouvrit la porte et s'avança vers ce qui allait suivre. L'avenir incertain et effrayant s'étendait devant elle comme la ligne d'horizon de Manhattan, pleine de lumière et d'ombre, de promesses et de dangers, tout cela juste hors de sa portée. Mais elle était là, et Marco Valentino la regardait s'approcher de ses yeux sombres et perspicaces qui en voyaient trop. La conversation qui allait tout changer était sur le point de commencer. Le café Vouvio occupait un bâtiment d'angle sur Amsterdam Avenue. Ses grandes fenêtres offraient une vue sur la rue bordée d'arbres. À l'intérieur, les murs en briques apparentes exposaient des œuvres d'art locales et le riche arôme des grains de café torréfié se mêlait à l'odeur des pâtisseries fraîches.
À 21h30, un jeudi soir, l'endroit était modérément fréquenté. Des étudiants avec leurs ordinateurs portables, des couples partageant un dessert, quelques lecteurs solitaires sirotant leur espresso. Elena repéra Marco immédiatement, bien qu'il eût choisi une table dans le coin arrière, partiellement cachée par un pilier. Il était assis dos au mur. Elle remarqua à nouveau ce détail, la même position qu'à Castellanos, avec une vue dégagée sur l'entrée et la rue. Il se leva lorsqu'elle s'approcha, un geste de courtoisie à l'ancienne, qui semblait en accord avec tout ce qu'elle pensait savoir de lui. « Mademoiselle Rivera, » dit-il en lui tirant une chaise. « Merci d'être venue. Je ne suis pas sûr d'avoir eu le choix, » répondit Elena en s'installant sur la chaise. Sa voix était plus assurée qu'elle ne se sentait. L'expression de Marco changea, laissant entrevoir quelque chose qui pouvait être de l'amusement ou du respect. Vous auriez toujours pu refuser. Et ensuite, vous semblez être quelqu'un qui persévère lorsqu'elle veut des réponses. Observatrice. Il se rassit et l'étudia de l'autre côté de la petite table. Vous remarquez les choses. Cela était évident hier soir. Un serveur apparut. Un jeune homme avec une barbe soignée et un sourire plein d'espoir. Que puis-je vous servir? Elena jeta un coup d'œil à l'espresso intact de Marco, puis au menu. Son côté pragmatique calcula le prix d'un simple café ici. Probablement 6 $ pour quelque chose qui en coûtait 2 à la bodega près de son appartement. Juste de l'eau, s'il vous plaît, dit-elle. Prenez ce que vous voulez, intervint Marco doucement. C'est moi qui paye. De l'eau, ça ira. Le serveur regarda tour à tour les deux personnes, sentant la tension, et se retira rapidement. Marco se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage d'Elena. Vous êtes prudent. C'est intelligent. Je suis une mère célibataire qui cumule 3 emplois à New York, dit Elena. La prudence est ma façon de survivre. 3 emplois? Marco acquiesça lentement. Castellanos, où vous travaillez 4 soirs par semaine au service du dîner. Le Metro Diner sur la 42e rue, où vous gérez l'affluence du déjeuner, et le week-end matin dans une boulangerie du Queens, Sullivan's, je crois. Elena sentit son sang se glacer. Vous avez enquêté sur moi. J'ai découvert qui était la femme qui m'a sauvé la vie. Son ton était neutre, dénué de tout dramatisme. N'auriez-vous pas voulu savoir qui elle était? Pourquoi elle l'avait fait? Le serveur revint avec l'eau d'Elena. Elle enroula ses mains autour du verre, ayant besoin de quelque chose pour se raccrocher alors que la conversation prenait une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Comment l'avez-vous su? » demanda-t-elle doucement. « À propos du verre, comment avez-vous su que quelque chose n'allait pas? » Marco resta silencieux pendant un moment. Réfléchissant à sa réponse, il parla d'une voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. « J'ai passé toute ma vie à apprendre à lire les gens, mademoiselle Rivera. Le langage corporel, les micro-expressions, les petits signes qui révèlent les intentions. Thomas Brennan est quelqu'un que je connais depuis 5 ans, quelqu'un en qui j'avais confiance. » Il fit une pause et Elena vit quelque chose de sombre passer sur son visage. « Lorsque vous avez renversé cette eau, j'ai vu de la panique dans vos yeux. Pas de l'embarras, pas de l'inquiétude à l'idée de perdre votre emploi. De la peur, de la vraie. Cela m'a indiqué que quelque chose n'allait vraiment pas. Vous vous êtes donc méfié du vin? Je me méfiais de tout. » Les doigts de Marco tambourinèrent une fois sur la table. Un simple geste de frustration rapidement maîtrisé. « J'ai fait analyser le vin ce matin par des professionnels. » Elena retint son souffle. « Et il contenait suffisamment d'extraits de laurier rose concentré pour provoquer un arrêt cardiaque dans les 20 minutes suivant sa consommation. Pratiquement indétectable dans le vin rouge, en particulier un barreau corsé, les symptômes auraient ressemblé à ceux d'une crise cardiaque. Avant que quiconque ne se rende compte qu'il s'agissait d'un empoisonnement, j'aurais été mort. » La façon clinique dont il décrivait sa propre mort potentielle donna des frissons à Elena. C'était sa réalité. Un monde où des collègues empoisonnaient des verres de vin et planifiaient des meurtres lors de dîners d'affaires. « Thomas, demanda-t-elle, a disparu. Son appartement est vide, son téléphone déconnecté. Mes hommes le recherchent, » mais Marco haussa les épaules dans un geste d'acceptation. « Il a probablement déjà quitté le pays ou il l'aura fait d'ici demain matin. » Je ne comprends pas. Elena se pencha en avant, la voix pressante. « Pourquoi me dites-vous cela? Je ne suis personne. Je ne suis qu'une serveuse qui a vu quelque chose par hasard.
Vous êtes la femme qui a pris la décision en une fraction de seconde d'intervenir, sachant que cela pouvait vous mettre en danger. Marco était désormais extrêmement concentré. Vous ne me connaissiez pas, vous n'aviez aucune raison de vous soucier de ma vie ou de ma mort. Pourtant, vous avez agi. Pourquoi? Elena baissa les yeux vers son verre d'eau, observant la condensation perlée à sa surface. Comment pouvait-elle expliquer quelque chose qu'elle comprenait à peine elle-même? Je ne pouvais pas rester là à regarder quelqu'un mourir, dit-elle finalement. Peu m'importe qui vous êtes ou ce que vous faites, vous êtes une personne, un être humain. Et cet homme allait... Je ne pouvais pas rester les bras croisés. La plupart des gens auraient... Alors la plupart des gens ont tort. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu, avec une pointe de colère qui les surprit tous les deux. Elena prit une inspiration et adoucit le ton. Écoutez, je ne sais rien de votre monde, Monsieur Valentino. Je ne veux pas savoir. J'ai une fille de 6 ans qui a besoin de moi. Je travaille dur. Je paye mes factures. J'essaie de nous construire une vie décente. Ce que j'ai vu hier soir, j'ai agi par instinct, mais maintenant, je veux juste retourner à ma vie. S'il vous plaît. Marco l'étudia longuement, et Elena eut la sensation troublante d'être vue, vraiment vue, d'une manière qui dépassait le physique, comme s'il cataloguait non seulement son apparence, mais aussi son caractère, ses valeurs, le cœur même de sa personne. J'aimerais pouvoir vous laisser faire cela, dit-il finalement. Mais nous avons un problème. Elena sentit son estomac se nouer. Quel genre de problème? Thomas n'a pas agi seul. Son attentat contre ma vie était coordonné. Il s'inscrit dans un plan plus vaste impliquant des membres de mon organisation, et peut-être même des personnes extérieures, ce qui signifie que ces personnes savent que leur plan a échoué, et elles vont vouloir savoir pourquoi. Le restaurant est équipé de caméras de sécurité, dit rapidement Elena. Elles m'ont filmé en train de renverser de l'eau. C'était maladroit. Un accident. Les caméras de la salle à manger privée étaient hors service ce soir-là. Pratique, tu ne trouves pas? La voix de Marco était teintée d'amertume. Quelqu'un à l'intérieur s'est assuré qu'il n'y aurait aucune image de ce qui s'est passé, ce qui signifie que les seules personnes qui savent vraiment ce qui s'est passé dans cette pièce sont toi, moi et celui qui travaillait avec Thomas. Elena sentit les murs se refermer sur elle. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu es un détail gênant. Quelqu'un qui a peut-être vu quelque chose, qui sait peut-être quelque chose. Et dans mon monde, les problèmes sont... Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Réglé. Vous voulez dire que je suis en danger? Je dis que vous devez être très prudente, ne changez pas vos habitudes. Cela attirerait l'attention, mais soyez attentive à ce qui se passe autour de vous. Remarquez si quelqu'un semble vous observer, prendre plusieurs fois le même métro, se présente dans les endroits que vous fréquentez. Les mains d'Elena tremblaient légèrement lorsqu'elle posa son verre d'eau. Cela ne pouvait pas arriver. Cela ne pouvait pas être sa vie. « J'ai une fille, » murmura-t-elle. « Elle a 6 ans. Elle a besoin de moi. » « Je sais, » la voix de Marco s'adoucit légèrement. « Je sais pour Sophia. Je sais qu'elle est en CPAPS sonde douce. Je sais que Mme Chen la garde quand tu travailles tard. Je sais que tu économises pour l'école d'infirmière. NYU, si tu peux obtenir le financement. » Les larmes brûlaient les yeux d'Elena, en partie à cause de la peur, en partie à cause de la colère face à cette intrusion dans sa vie privée. « Tu n'as pas le droit. J'ai tout à fait le droit de connaître la femme qui m'a sauvé la vie. » Marco se pencha en avant, la voix intense mais pas méchante. « Mais je ne te dis pas cela pour te faire peur, Elena. Je te le dis pour que tu comprennes la situation, afin que tu puisses te protéger, toi et ta fille. »« Comment ?» demanda Elena, la voix légèrement brisée. « Comment suis-je censé nous protéger de personnes que je ne peux pas voir, que je ne peux pas identifier, dont je ne sais même pas si elles existent vraiment? » Marco fouilla dans sa veste et en sortit une carte de visite, simple, de couleur crème, avec seulement un numéro de téléphone gravé en noir. « Ce numéro me permet de vous joindre directement 24 heures sur 24. Si quelque chose vous semble anormal, si quelqu'un vous approche, si vous vous sentez en danger pour une raison quelconque, appelez immédiatement. » Elena fixa la carte comme si elle allait la mordre. « Je ne veux pas de ça. Je ne veux aucun lien avec votre monde. Moi non plus, pour être honnête. » Marco sourit, presque avec autodérision. « Vous compliquez les choses, Elena Rivera. Vous êtes une variable que je n'avais pas prévue,
Mais vous êtes aussi quelqu'un qui mérite d'être protégé à cause de ce que vous avez fait pour moi. Je ne veux pas de votre protection. Je veux retrouver ma vie normale. Alors, aidez-moi à vous la rendre. Marco fit glisser la carte sur la table. Laissez-moi trouver qui est derrière tout ça. Laisse-moi neutraliser la menace. Et ensuite, tu pourras redevenir invisible, je retournerai dans mon monde et nos chemins ne se croiseront plus jamais. Elena regarda la carte, puis le visage de Marco. Malgré tout, malgré la peur, la colère et le caractère surréaliste et impossible de cette conversation, elle vit dans ses yeux quelque chose qui la surprit. De la sincérité et peut-être une légère trace de solitude. Elle prit la carte. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, tu rentres chez toi, tu embrasses ta fille pour lui souhaiter bonne nuit. Tu vas travailler demain comme si de rien n'était. Mais tu restes vigilante et tu fais confiance à ton instinct. Il t'a bien servi jusqu'à présent. Marco se leva et sortit son portefeuille. Il laissa plusieurs billets sur la table, bien plus que le prix d'un espresso et d'une eau. Le supplément est pour vous, dit-il quand Elena ouvrit la bouche pour protester. Considérez cela comme une rémunération pour votre temps ce soir. Et Elena, ajouta-t-il en s'arrêtant au bord de la table. Merci. Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait. Cela en dit long sur qui vous êtes. Puis il disparut, s'évanouissant dans la nuit de Manhattan comme de la fumée, laissant Elena seule avec une carte de visite et plus de questions que de réponses. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans un brouillard d'hypervigilance. Elena a suivi sa routine. Son service au restaurant, aller chercher Sofia à l'école, son service du soir chez Castellanos. Mais désormais, chaque instant était teinté de conscience. Elle a remarqué l'homme au manteau gris qui a pris le même métro qu'elle 2 jours de suite. La femme qui semblait s'attarder devant la boulangerie Sullivan samedi matin. La voiture garée en face de son immeuble. Le moteur en marche. Personne n'en sortait. Éteinte de réelles menaces? Ou voyait-elle un danger dans chaque ombre? La paranoïa fleurissait là où il n'y avait auparavant qu'une vie urbaine normale. Sofia remarqua sa distraction. « Maman, tu ne m'écoutes pas ?» se plaignit-elle vendredi soir alors qu'elle préparait le dîner ensemble dans leur petite cuisine. « Je suis désolée, ma chérie. » Elena s'efforça de se concentrer sur sa fille et sur la simple tâche de couper des légumes pour les pâtes. « Que disais-tu? Je t'ai demandé si tu pouvais venir à la journée des métiers la semaine prochaine. Madame Patterson veut que les parents viennent parler de leur travail. » Le cœur d'Elena se serra. Une journée des métiers où les autres parents viendraient en tant qu'avocats, médecins, ingénieurs, et elle serait quoi? La serveuse qui avait 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Je vais essayer, ma chérie. Maman doit vérifier son emploi du temps. La maman de Jessica est vétérinaire, continua Sofia d'une voix mélancolique. Elle aide les animaux toute la journée. C'est merveilleux. Que veux-tu faire quand tu seras grande, maman? Cette question posée avec tant d'innocence faillit la briser. Elena posa son couteau et s'agenouilla à côté de sa fille. « Je veux être infirmière, dit-elle doucement. Je veux aider les gens qui sont malades ou blessés, les soulager comme une super-héroïne. » Elena sourit malgré tout. Quelque chose comme ça, alors tu devrais le faire. La conviction de Sofia était absolue, la certitude enfantine que tout était possible. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Si seulement c'était aussi simple, pensa Elena. Si seulement il suffisait de vouloir quelque chose pour que cela se réalise. Ce soir-là, après que Sofia se fut endormie, Elena s'assit à la petite table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert sur le site web du programme de soins infirmiers de l'Université de New York. Elle avait été acceptée il y a plusieurs mois, à condition de trouver un financement. Les frais de scolarité étaient exorbitants, supérieurs à ce qu'elle gagnait en 1 an avec ses 3 emplois combinés. Les bourses couvriraient une partie des frais et elle avait fait une demande pour tous les programmes de subvention et de prêts qu'elle avait pu trouver. Mais il restait encore un écart important. Son enveloppe d'économie était posée devant elle. Elle compta méthodiquement les billets, un rituel qu'elle accomplissait chaque semaine. 247 $. Elle économisait depuis 18 mois. À ce rythme, elle n'aurait jamais assez pour payer le premier semestre. Il y avait toujours quelque chose. Sofia avait besoin de chaussures. Le loyer avait augmenté. Le réfrigérateur était tombé en panne. Elena pressa ses paumes contre ses yeux, luttant contre la brûlure familière des larmes de frustration. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Le pouls d'Elena s'accéléra.
Elle le laissa sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour, Monsieur Rivera. Une voix différente cette fois-ci, plus âgée, plus rude. Ici l'inspecteur Frank Morrison de la police de New York. J'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet d'un incident survenu au restaurant Castano le 14 novembre. Elena eut la bouche sèche. Quel genre d'incident? Je préfère en discuter en personne. Pouvez-vous venir au commissariat demain matin? Disons à 10 heures. Je travaille à 10 heures. C'est important, Mademoiselle Rivera. Un homme est mort. Le monde bascula. Quoi? Qui? Thomas Brennan. Son corps a été retrouvé ce matin dans l'Hudson. Les preuves suggèrent qu'il a été empoisonné avant de tomber à l'eau. Des témoins l'ont vu au Castellanos la veille de sa mort. Vous l'avez servi à table. Le cœur d'Elena battait si fort qu'elle crut qu'il allait jaillir de sa poitrine. Je ne sais rien à ce sujet. J'en suis sûr. La voix du détective Morrison était professionnellement neutre. Mais vous avez peut-être vu quelque chose sans vous en rendre compte. Je vous en prie, Mademoiselle Rivera. Demain à 10 heures, au commissariat du 20e district sur la 82e rue Ouest. La ligne fut coupée, Elena resta figée, le téléphone toujours collé à l'oreille. Thomas Brennan était mort. L'homme qui avait tenté d'empoisonner Marco Valentino était mort. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait le numéro inscrit sur la carte de Marco. Il répondit dès la première sonnerie. Elena, juste son nom, mais la façon dont il le prononça, comme s'il attendait son appel, comme s'il l'avait attendu, la soulagea profondément. La police, dit-elle, la voix à peine stable. Ils ont appelé. Ils veulent que je vienne les voir pour les interroger au sujet de Thomas Brennan. Ils ont dit qu'il était moche. Une pause. Calme. Demain matin à 10 heures. N'y va pas. Quoi? Je ne peux pas ignorer la police. Tu peux et tu le feras. La voix de Marco était calme, mais catégorique. Ce n'était pas un vrai détective, Elena. La police de New York n'appelle pas les témoins à 22 heures. Ils se présentent à ta porte avec un badge, ou ils envoient une demande officielle. C'était quelqu'un qui cherchait à obtenir des informations. Comment le sais-tu? Parce que je sais que Thomas Brennan n'est pas mort. Il est à Montréal, caché dans un hôtel sous un faux nom. Mes hommes l'ont localisé cet après-midi. Le soulagement d'Elena face à ce faux appel s'est immédiatement transformé en une nouvelle peur. Alors qui était au téléphone? Quelqu'un qui veut savoir ce que tu sais. Quelqu'un qui essaie de te faire peur pour que tu révèles des informations ou que tu commettes une erreur. Elle entendit Marco bouger. Elle entendit des bruits de fond qui suggéraient qu'il était dans une voiture. Où es-tu en ce moment? À la maison. Sophia dort. Verrouille tes portes. N'ouvre à personne. J'envoie quelqu'un surveiller ton immeuble cette nuit. Marco, ce n'est pas facultatif, Eline. Ils sont passés de l'observation au contact direct. Cela signifie qu'ils sont désespérés, ce qui les rend dangereux. Je ne peux pas vivre comme ça. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas laisser ma fille vivre dans la peur, avec des inconnus qui surveillent notre immeuble. Je sais, répondit-il d'une voix plus douce. Je sais que ce n'est pas juste, mais pour l'instant, ma priorité est d'assurer ta sécurité et celle de Sophia. Demain, nous déciderons de la marche à suivre. Mais ce soir, tu verrouilles tes portes et tu ne laisses entrer personne, compris? Elena voulait discuter. Elle voulait crier. Elle voulait revenir en arrière avant d'avoir renversé ce verre d'eau. Mais tout ce qu'elle dit fut « Compris, je t'appelle demain matin ». Après avoir raccroché, Elena fit le tour de leur petit appartement, vérifiant les serrures avec des mains tremblantes. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine où l'on pouvait à peine caser une table pour 2. C'était son royaume, son refuge, le foyer qu'elle s'était construit pour elle et Sophia après avoir quitté une relation abusive et recommencé à zéro. Et maintenant, elle se sentait violée, en insécurité. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de Sophia, regardant sa fille dormir. Le visage de Sophia était paisible, un bras enroulé autour de son dinosaure en peluche préféré, un T-Rex vert nommé Chompers. Elle n'avait aucune idée que leur monde avait changé, que la décision impulsive de sa mère les avait entraînés dans quelque chose de sombre et de compliqué. Elena fit une promesse silencieuse à cet enfant endormi. Quoi qu'il en coûte, elle protégerait Sophia, même si cela signifiait accepter l'aide de Marco Valentino. Même si cela signifiait s'enfoncer davantage dans un monde qu'elle ne comprenait pas. La nuit passa lentement. Elena somnola par intermittence sur le canapé, sursautant au moindre bruit. Des pas dans le couloir.
Ce n'était que le neveu de Madame Chen qui rentrait tard. Une alarme de voiture dans la rue. Cela n'avait rien à voir avec elle. Le grincement des vieilles canalisations. Ce n'était que le bâtiment qui se tassait. Mais vers 3 heures du matin, elle l'entendit. Le bruit distinct de quelqu'un qui essayait d'ouvrir sa porte, la testait, la trouvait verrouillée. Elena se figea, le cœur battant à tout rompre. Le bruit s'arrêta, puis vint un léger coup, si discret qu'il était presque inaudible. Elle ne bougea pas, ne respira pas. Après un moment qui lui parut une éternité, les pas s'éloignèrent dans le couloir. Elena saisit son téléphone de doigt tremblant et composa le numéro de Marco. Avant qu'elle n'ait pu composer le numéro, un SMS de sa part est apparu. Un de mes hommes vient d'interpeller quelqu'un devant votre immeuble. Un homme, la trentaine, qui disait chercher l'appartement 4C. Votre immeuble ne va que jusqu'au 3C. Il est parti quand on lui a demandé des explications. Est-ce que Sophia et vous allez bien? Elena a répondu avec les mains tremblantes. Nous allons bien. Nous avons peur, mais nous allons bien. La réponse est arrivée immédiatement. Faites vos valises. Assez pour 3 jours. Nous allons vous emmener dans un endroit sûr. Je ne peux pas partir comme ça. J'ai du travail. Sophia à l'école. Faites-vous porter malade. Sophia peut manquer quelques jours. Ce n'est plus négociable. Elena voulait refuser. Elle voulait insister pour conserver sa vie normale. Mais le souvenir de cette poignée de porte qui tournait, de quelqu'un qui essayait de voir s'il pouvait entrer, prit la décision à sa place. Quand? Dans 2 heures. Mes hommes viendront vous chercher à 5 heures du matin. Soyez prête. Elena a fait le tour de l'appartement en quelques jours. Elle a sorti des vêtements des tiroirs, emballés, les jouets préférés de Sophia. Comment expliquer cela à une enfant de 6 ans? Comment faire passer cela pour une aventure plutôt que pour ce que c'était réellement? Fuir, terrifiés, des gens qui voulaient leur faire du mal. À 4h30, elle a réveillé Sophia aussi doucement que possible. « Chérie, réveille-toi, on part en voyage. » Sophia a cligné des yeux, encore endormie. « Où? » »« Dans un endroit sûr, un endroit amusant, mais on doit partir maintenant, d'accord? Comme une aventure, comme des vacances. » Les yeux de Sophia se sont illuminés malgré l'heure matinale. Quelque chose comme ça. Chompers peut venir. Elena a souri malgré tout. Chompers vient, bien sûr. À 5 heures, elle se tenait dans le couloir de l'appartement avec 2 valises pleines lorsque le téléphone d'Elena vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. SUV noir dehors. Le chauffeur s'appelle Marcus. Il vous montrera sa carte d'identité. Elena verrouilla la porte de l'appartement, peut-être pour la dernière fois, même si elle ne supportait pas de penser ainsi, et guida Sophia dans les escaliers. La porte de Madame Chen s'entr'ouvrit lorsqu'elle passait en devant. « Elena, tout va bien? Juste une urgence familiale. » Elena mentit sans sourciller. « Je ne sais pas quand nous reviendrons. Pouvez-vous garder ça? » Elle glissa sa clé de secours dans la main de Madame Chen, au cas où quelqu'un aurait besoin d'entrer. Les yeux vieux et sages de Madame Chen étudièrent son visage, voyant plus qu'Elena ne voulait révéler. Mais tout ce qu'elle dit fut « Prends soin de toi, mon enfant. » Dehors, l'aube commençait à éclairer le ciel à l'est. Le SUV noir attendait au bord du trottoir, le moteur en marche. Un homme en sortit, grand, professionnel, avec l'allure indéniable d'une personne formée à la sécurité. Il lui montra un permis de conduire l'identifiant comme Marcus Chen, puis une carte de visite de Valentino Security Solutions. « Mademoiselle Rivera Sophia, » dit-il avec un petit sourire à la petite fille, « laissez-moi prendre vos bagages. » Sophia serra les dents, soudainement timide. Elena lui prit la main. « Tout va bien, ma chérie. Marcus est un ami. » Ils montèrent dans le SUV, sièges en cuir, vitres teintées, le genre de véhicule dans lequel Elena n'aurait jamais imaginé monter. Sophia colla son visage contre la vitre, regardant défiler le Queens alors qu'il roulait vers Manhattan. « Où allons-nous? » demanda Elena à Marcus. « Dans un refuge à Westchester, à environ 40 minutes. Valentino vous y attend. » Elena acquiesça, épuisée et sous l'effet de l'adrénaline. Elle serra Sophia contre elle, et sa fille se blottit contre elle, déjà en train de se rendormir. La ville fit place à la banlieue, puis à des rues bordées d'arbres, avec de grandes maisons en retrait de la route. Marcus s'engagea dans une allée fermée, tapa un code et roula jusqu'à une belle maison de style colonial, avec des volets blancs et un porche qui en faisait le tour. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine,
comme le genre de maison dont Elena avait rêvé, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé voir de près. Marco Valentino se tenait sur le porche, une tasse de café à la main, observant leur arrivée. Alors qu'Elena sortait du SUV avec Sofia dans les bras, le soleil matinal se levant au-dessus des arbres, elle eut l'étrange sensation de franchir un seuil qu'elle ne pourrait jamais repasser. Son ancienne vie, l'appartement exigu, les 3 emplois, la discrétion prudente s'éloignait derrière elle comme un rivage disparaissant dans le brouillard. Devant elle se trouvait l'incertitude, le danger, des questions sans réponse, mais aussi, étrangement, la première lueur d'espoir qu'elle avait ressentie depuis des années. Marco descendit les marches du porche, ses yeux rencontrant ceux d'Elena, par-dessus la tête endormie de Sofia. « Bienvenue, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité ici, toutes les deux. » Et malgré tout, malgré la peur, la confusion et l'impossibilité de toute cette situation, Elena le crut. La maison sécurisée n'avait rien à voir avec ce qu'Elena avait imaginé. À l'intérieur, le parquet brillait sous des meubles confortables qui semblaient avoir été utilisés plutôt que mis en scène. De grandes fenêtres donnaient sur un jardin arboré, dont les feuilles d'automne formaient un tapis rouge et doré. La cuisine était spacieuse et moderne, avec un coin repas donnant sur le jardin. « Il y a 3 chambres à l'étage, » expliqua Marco, tandis que Sofia explorait les lieux avec des yeux écarquillés. « Vous et Sofia pouvez prendre la chambre principale. Elle dispose d'une salle de bain attenante. Faites comme chez vous. Combien de temps allons-nous rester ici? » demanda Elena. « Jusqu'à ce que je puisse garantir votre sécurité. Quelques jours, peut-être une semaine. Je ne peux pas manquer une semaine de travail. Je vais perdre mon emploi. Je m'en suis déjà occupé. » Le ton de Marco était neutre. « J'ai parlé à vos responsables, je leur ai dit que vous aviez une urgence familiale et que vous seriez absente pendant plusieurs jours. Ils ont compris. » Malgré son épuisement, Elena s'est mise en colère. « Vous n'aviez pas le droit. J'avais tout à fait le droit de te protéger des conséquences de ton aide. » Sa voix restait calme mais ferme. « Tu peux être en colère contre mes méthodes, Elena. Mais tu es ici et tu es en sécurité, et c'est ce qui compte. » Avant qu'Elena n'ait le temps de répondre, Sofia tira sur sa manche. « Maman, je peux aller jouer dans le jardin? » Elena regarda Marco qui acquiesça. Il est entièrement clôturé et sécurisé. Il y a une balançoire près du chêne. Ils regardèrent par la fenêtre Sofia courir dehors, les dents toujours serrées dans une main. En quelques minutes, elle était sur la balançoire, balançant ses jambes avec une concentration déterminée. « Elle est magnifique, » dit Marco doucement. « Elle te ressemble. » Ce commentaire était si inattendu, si personnel, qu'Elena ne sut comment répondre. Ils restèrent debout dans un silence gênant, regardant la petite fille jouer, jusqu'à ce que Marco s'éclaircisse la gorge. « Il y a du café si tu en veux, et j'ai rempli le garde-manger. Tout ce dont tu as besoin devrait s'y trouver. Merci. » Ces mots semblaient insuffisants pour exprimer l'ampleur de ce qu'il faisait. Mais Elena n'en avait pas d'autre. Marco lui versa du café sans lui demander comment elle le prenait. Noir apparemment, exactement comme elle le buvait quand elle n'avait pas de lait. Une coïncidence? Ou avait-il enquêté jusque sur ce détail? « J'ai besoin de te poser quelques questions, » dit-il en s'installant sur une chaise à la table de la cuisine. « À propos de cette nuit-là, à propos de ce que tu as vu exactement. » Elena s'assit en face de lui, enroulant ses mains autour de la tasse chaude. « Je te l'ai déjà dit, j'ai besoin de détails. Tous les détails dont vous vous souvenez. L'heure exacte, les mouvements, tout ce que Thomas a dit ou fait avant le dîner. » Elena lui raconta donc à nouveau. La façon dont Thomas était arrivé en retard, s'excusant pour les embouteillages, la chaleur de son accueil avec Marco, le subtil changement d'énergie lorsqu'il s'était assis, puis le moment, pendant le plat principal, où sa main avait effleuré le verre de vin. Marco écoutait avec une concentration absolue, posant parfois des questions pour clarifier certains points. Quelle main Thomas avait-il utilisée? La gauche. Dans quelle direction était-il tourné par rapport à Vincent Carmichael? Combien de temps s'était écoulé entre la contamination et l'intervention d'Elena? Peut-être 30 secondes. Et vous êtes certaine que personne d'autre n'a rien vu? Insista Marco. Les autres hommes regardaient quelque chose sur la table. Des papiers, je crois. Elena marqua une pause, se souvenant que vous étiez sur votre téléphone, en train de consulter vos messages, peut-être. Marco serra les mâchoires, ce qui signifiait qu'il attendait le moment idéal où tout le monde serait distrait.
Tout cela avait été planifié méticuleusement. Marco se leva et se dirigea vers la fenêtre. Thomas savait où chacun serait assis, savait quand le plat principal serait servi, savait comment désactiver les caméras de sécurité. Cela avait nécessité des semaines de préparation. Pourquoi? Demanda Helena. Pourquoi quelqu'un en qui vous aviez confiance voudrait-il votre mort? Marco resta silencieux pendant un long moment, le regard lointain. Quand il finit par parler, sa voix était chargée d'une vieille douleur. Mon père a bâti l'entreprise familiale pendant plus de 40 ans. Des entreprises légitimes, de l'immobilier, de la construction, des restaurants. Mais il y avait d'autres éléments moins légitimes. Quand il est mort, il y a 2 ans, j'ai tout hérité, y compris l'attente que je poursuive tous les aspects de l'entreprise. Il se tourna vers elle et Helena vit dans son expression une vulnérabilité qui la surprit. J'ai essayé de tout faire passer à des opérations légitimes, d'éliminer progressivement les activités qui se situaient dans des zones grises juridiques. Certaines personnes au sein de l'organisation considèrent cela comme une faiblesse, comme une trahison de l'héritage de mon père, et Thomas était l'un d'entre eux. Thomas s'était vu promettre un poste de direction dans l'ancienne structure, mais changement menaçait cet avenir. Le sourire de Marco était amer. Il a donc pris la décision d'éliminer l'obstacle. Moi. Helena réfléchit à tout cela, essayant de concilier l'homme devant elle, attentionné, éloquent, même gentil avec Sophia, avec le monde qu'il décrivait. Je ne comprends pas votre monde, dit-elle finalement. Tant mieux. Vous n'avez pas à le comprendre. Marco revint à la table, croisant son regard. Mais vous y êtes impliqué maintenant. Que cela nous plaise ou non, j'ai besoin que vous compreniez les enjeux. Les personnes derrière tout cela, elles ne vont pas simplement abandonner, ils ont trop investi, ce qui signifie que nous devons être plus malins qu'eux. Comment? En découvrant qui d'autre est impliqué. Thomas n'avait ni les ressources ni les connaissances nécessaires pour planifier cela seul. Quelqu'un de plus haut placé orchestre tout cela. Quelqu'un d'assez proche pour connaître mes déplacements, mon emploi du temps, mes vulnérabilités, et comment les trouver. Le mot nous avait échappé naturellement, et Helena vit Marco le remarquer en haussant légèrement les sourcils. Nous commençons par Thomas. Mes hommes l'ont localisé à Montréal, mais il ne parle pas encore. J'ai quelqu'un qui le surveille, attendant qu'il prenne contact avec ses associés. Quand ce sera le cas, nous saurons qui rechercher. Dehors, le rire de Sophia flottait à travers la fenêtre alors qu'elle se balançait de plus en plus haut. Ce son était si normal, si innocent, qu'il contrastait fortement avec la conversation qui se déroulait dans la cuisine. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda Helena. « Pour l'instant, reste ici, reste en sécurité. Laisse-moi m'occuper de l'enquête. » Marco marqua une pause, puis ajouta « Et aide-moi peut-être à comprendre quelque chose. Quoi? Pourquoi tu l'as fait? Pas la réponse superficielle que tu as donnée au café. La vraie raison. » Ses yeux sombres scrutaient son visage. « Tu aurais pu t'en aller, faire semblant de n'avoir rien vu, te protéger toi-même et Sophia de tout cela, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? » Helena baissa les yeux vers son café, regardant la vapeur s'élever de la surface sombre. Comment expliquer l'impulsion qui l'avait poussée à agir? Ce n'était pas de l'héroïsme. Elle ne se sentait pas héroïque. Ce n'était pas calculé. Elle n'avait pas eu le temps de réfléchir. Il y a 6 ans, commença-t-elle lentement. J'étais dans une mauvaise relation, le père de Sophia. Il était parfois contrôlant, voire pire. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais partir, mais j'avais peur. Je n'avais pas d'argent, poste de travail, poste de famille pour m'aider. Je me sentais piégé. Elle leva les yeux pour vérifier si Marco l'écoutait vraiment. Son attention totale l'encouragea à continuer. Un jour, j'étais à la pharmacie pour essayer de cacher un bleu sur mon bras. Pendant que j'attendais mon ordonnance, une femme dans la file d'attente l'a vue. Elle était plus âgée, peut-être 60 ans. Elle n'a rien dit, mais elle m'a glissé un bout de papier avec un numéro de téléphone, celui d'un refuge, d'une association pour les femmes dans ma situation. Helena eut la gorge serrée en se remémorant ce souvenir. J'ai jeté le papier. J'avais trop peur pour l'utiliser. Mais 2 semaines plus tard, les choses ont vraiment mal tourné. Je me suis souvenu de cette femme, je me suis souvenu qu'elle m'avait vu et qu'elle s'était souciée de moi au point d'essayer de m'aider. J'ai fouillé dans la poubelle, j'ai retrouvé ce bout de papier froissé et j'ai appelé le numéro. Ils t'ont aidé à partir, dit Marco doucement. Ils m'ont sauvé la vie. Ils ont sauvé la vie de Sophia.
Une inconnue qui a vu quelqu'un en difficulté et qui a agi. Elena le regarda droit dans les yeux. Quand j'ai vu ce que Thomas faisait, j'ai pensé à cette femme, au fait que la décision d'une seule personne d'agir peut tout changer. Je ne pouvais pas être quelqu'un qui voit et ne fait rien. La cuisine était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge accrochée au mur et du rire lointain de Sophia. Marco la regarda avec une expression qu'Elena ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. Du respect, certainement, mais aussi quelque chose de plus profond. De la reconnaissance, peut-être de la compréhension. Cette femme qui t'a aidé, dit-il finalement, tu l'as retrouvée? Remercie-la. Je l'ai cherchée pendant des mois, mais je ne l'ai jamais revue. Elena sourit tristement. Parfois, je pense que c'est comme ça que ça marche. Les gens entrent dans ta vie exactement quand tu as besoin d'eux. Ils font ce qu'il faut faire, puis ils disparaissent. C'est ce que tu penses qu'il va se passer entre nous. Tu disparaîtras de ma vie une fois que tout ça sera terminé. La question resta en suspens entre eux, chargée d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à explorer. Je pense, dit Elena avec prudence, que nous venons de mondes différents et que lorsque cette situation sera résolue, nous retournerons tous les deux dans nos mondes respectifs. Peut-être, dit Marco en se levant pour emporter leurs 2 tasses vides à l'évier. Ou peut-être que certaines connexions transcendent les circonstances. Avant qu'Elena n'ait pu répondre, Sophia fit éruption par la porte arrière, les joues rougies par l'exercice et la joie. Maman, la balançoire monte tellement haut. Viens me pousser. Elena sourit et se leva pour suivre sa fille. Mais à la porte, elle s'arrêta et regarda Marco. Merci, dit-elle, pour tout cela, pour nous avoir protégés. Merci de m'avoir gardé en vie. Son sourire en réponse était sincère. Tout le reste n'est que le remboursement de ma dette. Alors qu'Elena suivait Sophia dans la lumière automnale, poussant sa fille sur la balançoire et écoutant ses cris de joie, elle ressentit un étrange sentiment de paix. Oui, il y avait du danger. Oui, sa vie avait été bouleversée. Mais à cet instant, en regardant Sophia jouer dans un magnifique jardin, sans se soucier de l'heure à laquelle commencerait son prochain service ou de la façon dont elle paierait ses factures, Elena ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, que cette situation, aussi terrifiante et compliquée soit-elle, pourrait aussi être une porte inattendue s'ouvrant sur un avenir différent. À l'intérieur, Marco se tenait à la fenêtre et les observait. Son téléphone vibrait, lui transmettant les dernières nouvelles de ses collaborateurs, les demandes de son entreprise, les sollicitations constantes de son monde compliqué. Mais pour l'instant, il mettait tout cela de côté et se contentait de regarder une femme pousser sa fille sur une balançoire, leur rire portant sur la brise automnale comme une musique. 2 personnes issues de mondes différents, reliées par une décision impulsive, et aucune des deux n'était tout à fait prête à admettre à quel point cette connexion commençait à compter. 3 jours passèrent dans la maison sécurisée comme un rêve étrange. Sophia s'adapta rapidement, considérant leur séjour comme l'aventure qu'Elena lui avait promise. Elle suivait Marco comme une ombre curieuse, lui posant des questions sans fin sur tout, de sa montre coûteuse à la raison pour laquelle il n'avait pas d'animaux de compagnie. À la surprise d'Elena, Marco répondait à chaque question avec une patience inattendue. Le 4e matin, elle et Elena les trouva dans le jardin. Marco poussait Sophia sur la balançoire et les rires de sa fille remplissaient l'air. « Salut !» s'écria Sophia. « C'est comme voler !» Marco sourit, une expression sincère qu'Elena avait rarement vue. Lorsqu'il remarqua qu'elle l'observait, quelque chose changea dans son regard. Quelque chose de chaleureux. « Nous devons parler », dit-il plus tard, après que Sophia soit montée coloriée. « J'ai trouvé quelque chose au sujet du complot. » Elena le rejoignit à la table de la cuisine où des papiers étaient étalés. « Qu'est-ce que c'est? Des documents financiers? Quelqu'un a transféré de l'argent via des sociétés écrans, se préparant à prendre le contrôle une fois que je serai parti. Il leva les yeux, mais il y a ici un schéma que je n'arrive pas à discerner. » Elena étudia les documents. Les chiffres n'avaient jamais été son point fort, mais les schémas, oui. Elle comprenait les schémas. Après avoir jonglé pendant des années entre 3 emplois et des budgets serrés, elle avait appris à voir des liens que les autres ne voyaient pas. « Là », dit-elle en pointant du doigt, « ces dates correspondent à ton calendrier de voyage. Quelqu'un avait besoin de savoir quand tu serais absent. » Les yeux de Marco s'écarquillèrent.
Tu as raison, ce qui signifie qu'un bruit provenant de l'étage les a fait sursauter tous les deux. Sophia! Elena était déjà en train de courir. Elena fit irruption dans la chambre. Sophia était assise, entourée de crayons de couleur qui s'étaient renversés de leur boîte. Désolé, maman, je les ai fait tomber. Elena fut soulagée. Ce n'était qu'un accident, rien de sinistre. Mais lorsqu'elle redescendit, Marco était au téléphone, l'air tendu. Compris. Garde-le là-bas, dit-il avant de raccrocher. Thomas avait pris contact. Nous savons maintenant qui est derrière tout ça. Au cours de la semaine suivante, Marco démantela systématiquement le complot. Non pas par la force, mais grâce à des preuves, des documents financiers, des conversations enregistrées, des preuves irréfutables présentées aux bonnes personnes. La menace se dissipa comme la brume matinale. Vous êtes en sécurité maintenant, dit Marco à Elena. Vous pouvez tous les deux rentrer chez vous. Elena regarda autour d'elle la maison sécurisée qui était devenue étrangement confortable. Et ensuite, nous retournons simplement à la normale. J'aimerais t'aider pour tes études d'infirmière. Tes frais de scolarité, Marco, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Tu m'as sauvé la vie, Elena. Laisse-moi investir dans la tienne. 6 mois plus tard, Elena traversait la Seine lors de la journée d'orientation de l'école d'infirmière de l'Université de New York. Dans le public, Sophia était assise avec Madame Chen et lui faisait de grands signes. Et au dernier rang, à peine visible, Marco Valentino observait la scène avec une fierté tranquille. Ils se retrouvaient parfois autour d'un café pour parler de l'école de Sophia, des cours d'Elena, des transformations professionnelles de Marco, un lien qui existait entre leurs mondes différents. Ce n'était pas un conte de fées, mais quelque chose de réel.